Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire du cycle ESS et financement européen de la VISE. À travers ce cycle qui se prolongera cette année et début 2023, la VISE vous propose de découvrir les différents fonds et programmes européens de la programmation 2021-2027. Après un premier webinaire dédié au volet jeunesse du programme Erasmus+, et au corps européen de solidarité géré par l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter le volet éducation et formation du programme Erasmus+. Aujourd'hui, du coup, nous sommes sur Zoom, l'outil Zoom webinaire, ce qui signifie que seuls les intervenants pourront activer leur caméra et leur micro. Néanmoins, du coup, vous avez tout à fait la possibilité d'interagir tout au long du webinaire en échangeant, en partageant vos commentaires sur le fil de discussion. Aussi, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les envoyer directement aux intervenants via le module questions-réponses qui figure en bas de votre écran. Le webinaire est enregistré et le replay de ce webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de la VISE, Avis Média. Pour ce webinaire d'une heure, nous avons plusieurs intervenants et nous sommes ravis qu'ils soient là pour aborder ce sujet. Au programme, du coup, on aura tout d'abord le petit mot d'accueil de Prunelle Gorgé, la directrice des programmes de la VISE. Ensuite, une introduction par moi-même, Yasmina Zdemir, chargée de mission à l'organisme intermédiaire FSE de la VISE, suivi par une présentation du programme Erasmus+, spécifiquement du coup dédié au volet éducation et formation par Estelle Duprat, chargée de promotion et d'animation du secteur éducation des adultes de l'agence Erasmus+, France Éducation et Formation. On aura ensuite du coup le témoignage de Fabien Chevet, du service l'Europe de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ensuite, du coup, les témoignages de Stéphanie Grenier, la directrice du comptoir des colibris. On va terminer ensuite ce webinaire avec une partie dédiée aux questions-réponses, durant laquelle, du coup, on va répondre à vos questions. Du coup, pour son petit mot d'accueil, je laisse la parole à Prunelle. Oui, bonjour à tous, mais ravi d'être avec vous ce matin et merci d'être nombreux à nous rejoindre. Comme l'a dit Yasmine, on organise ce webinaire dans le cadre d'un cycle sur la question des financements européens pour que vous puissiez mieux appréhender quels vont être les projets qui peuvent être du coup financés dans le cadre des fonds et programmes de cette nouvelle programmation 2021-2027. Et donc, on est bien sur un deuxième volet sur le sujet Erasmus+, suite au premier, effectivement, sur les questions de jeunesse et sport. Alors, ça s'intègre complètement dans les missions de la VISE d'organiser ce type d'événement. Pourquoi ? Parce que la VISE, on est une structure qui a pour vocation de permettre le développement de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Donc, on a d'abord un rôle de centre de ressources qui permet d'outiller, d'informer, de sensibiliser aussi bien les entreprises de l'économie sociale et solidaire elles-mêmes que les professionnels qui les accompagnent et qui les financent. Donc, on va produire dans ce cadre-là un certain nombre de décryptages, d'outils, de guides pratiques qui vont vous permettre de mieux appréhender l'ensemble des dimensions qui sont propres à une structure de l'économie sociale et solidaire. Et bien sûr, une des dimensions qui vous forcément pose beaucoup de questions, c'est la question du financement. Et donc, c'est pour ça qu'on développe un certain nombre d'outils sur ce sujet-là. Et par exemple, on a publié récemment une cartographie des principales offres de financement nationales qui peuvent vous intéresser. Et on a aussi un webinaire qui est disponible en replay sur YouTube et sur Avis Média sur comment je peux accéder aux différentes sources de financement de l'ESS hors Fonds social européen, où on fait du coup un cycle dédié. Voilà, des exemples d'outils qui peuvent vous intéresser. Puis on a aussi un rôle d'accompagnement au niveau national des structures. On porte notamment le dispositif local d'accompagnement, que vous connaissez peut-être. C'est 6 000 structures associatives accompagnées par an. Et on en est le pilote national. Voilà, je vais pas forcément développer plus. Vous dire aussi même, bien sûr, qu'on est financeur de l'économie sociale et solidaire en étant organisme intermédiaire du Fonds social européen. Et du coup, on sera en capacité de développer un certain nombre d'appels à projets à l'horizon 2023
dans le cadre de cette nouvelle programmation. Et voilà, à l'écran, là, vous avez quelques chiffres clés qui s'affichent et vous avez tout à droite le catalogue de notre centre de ressources où vous retrouverez par grande thématique, par grand secteur d'activité, l'ensemble des outils et des ressources qui peuvent vous intéresser. Voilà, écoutez, je vais laisser très vite du coup la parole à Yasmine. Je vous souhaite un bon séminaire et une très bonne semaine. Merci Prunelle pour cette présentation de la vise et pour ce petit mot d'accueil. Alors du coup, pourquoi nous organisons un webinaire sur le programme Erasmus+? Pourquoi en fait commencer ce cycle de webinaires sur les financements européens par ce programme Erasmus+? Alors déjà du coup, le programme en fait c'est 35 ans cette année. Créé en 1987, Erasmus+ est le programme emblématique de l'Union européenne pour la promotion de la jeunesse, du sport, éducation et de formation. Erasmus est un programme ouvert et contrairement à l'idée répandue, il n'est pas destiné uniquement aux étudiants, collégiens et lycéens. Il offre aux personnes de tout âge, y compris des demandeurs d'emploi, des salariés des associations, des organismes de formation et des collectivités territoriales, des possibilités de se développer et de partager leurs expériences et de savoir-faire dans des établissements de nombreux pays européens et tiers. Depuis sa création, 12 millions de personnes ont bénéficié du programme d'échange et sur la période 2014-2020, plus de 1 milliard d'euros ont été alloués par l'agence Erasmus+, éducation et formation et près de 600 000 mobilités ont été accordées. Depuis, du coup, sur la période 2014-2020, depuis la programmation 2014-2020, on a une augmentation de 80% de son budget et le programme bénéficie d'une enveloppe de 26 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et sur cette période, le programme met fortement l'accent sur l'inclusion sociale, les transitions écologiques et numériques, ainsi que la promotion de la participation des jeunes à la vie démocratique. Au niveau national, un sondage réalisé par l'Institut CSA confirme l'intérêt des Français au programme et notamment à ses opportunités proposées dans le domaine d'emploi. 87% des Français connaissent le programme Erasmus+, et 47% connaissent bien le programme, ainsi que 70% des Français associent Erasmus+ à une meilleure employabilité et à des opportunités pour tous. Néanmoins, une note de l'Observatoire Erasmus+, publiée en janvier 2021, indique que le programme Erasmus+, reste peu connu des employeurs qui, comme le grand public, ne connaissent généralement le programme qu'à travers les échanges universitaires qu'il permet, mais méconnaissent en revanche les possibilités qu'il ouvre en matière d'accueil et d'envoi des stagiaires des entreprises et de participation à des projets de coopération. C'est pourquoi, avec ce webinaire, du coup, nous souhaitons mettre en lumière les différentes opportunités proposées par le programme Erasmus+, sur le secteur d'éducation et la formation des adultes, et notamment, du coup, pour les acteurs de l'ESS, pour les entreprises de l'ESS. Du coup, pour la présentation du programme, je laisse la parole à Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à l'Avise et tout particulièrement à Solène Jourdain et à Yasmine pour l'organisation de ce webinaire et de ce coup de projecteur sur Erasmus+. Bravo Yasmine pour cette introduction absolument parfaite. Oui, effectivement, vous qui êtes derrière vos écrans ce matin et qui démarrez votre semaine avec Erasmus+, vous allez voir qu'effectivement, on connaît souvent le volet enseignement supérieur du programme. Vous avez maintenant connaissance de jeunesse et sport parce que vous avez soit suivi le webinaire précédent, soit vous avez regardé le replay, mais il y a des tas d'autres choses à découvrir et notamment une ligne de financement qui peut particulièrement vous intéresser, vous, acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, je suis Estelle Duprat, je travaille à l'agence Erasmus+ France pour le volet éducation-formation depuis Bordeaux. Alors, il existe effectivement une autre agence, Erasmus+, qui est, elle, basée à Paris et qui est en charge de gérer les fonds européens pour les volets jeunesse et sport.
Nos 2 agences nationales, elles gèrent 95% des fonds européens pour l'éducation et la formation. Et ces fonds européens pour l'éducation et la formation s'appellent Erasmus+. Donc 95% des fonds Erasmus+ pour la France, hein, sont gérés depuis la France et pas depuis Bruxelles. Pour 2022, pour vous donner une idée, Yasmine nous disait tout à l'heure qu'on prévoyait une augmentation de 80% des fonds pour la nouvelle programmation 2021-2027. Pour vous dire, voilà, en 2021, sur la diapositive, vous voyez qu'il est marqué que le budget pour la France et pour le volet éducation-formation, donc pour l'agence de Bordeaux, était de 214 millions d'euros. Pour 2022, on est passé à 280 millions d'euros. Donc voilà, ça va monter petit à petit jusqu'à 2027. Nos agences, elles ont 3 missions. La première, informer, promouvoir les possibilités, les opportunités de financement qui sont offertes par Erasmus+, que je fais avec vous ce matin. La deuxième mission, c'est de bien sûr gérer les financements et le suivi des projets qui sont financés par le programme. Et puis, la troisième mission, c'est de valoriser, de mesurer les effets des financements Erasmus+. Alors à Bordeaux, eh bien, nous sommes une équipe de plus de 130 personnes. Mes collègues de Paris sont environ 40. Nous sommes à Bordeaux un groupement d'intérêt public dont la gouvernance est organisée en 3 collèges. Le collège de l'État, le collège des opérateurs d'éducation et de formation et d'orientation, et le collège des collectivités territoriales. Donc, vous voyez, tout le monde est couvert et c'est pourquoi c'est important que vous aussi ayez cette information des opportunités de financement qui sont proposées par le programme. Alors maintenant que vous avez une vision plus concrète de ce qu'est l'Agence nationale et comment on est organisé, et finalement pourquoi je suis votre interlocutrice ce matin, rentrons dans le vif du sujet. L'objectif de cette première partie, et ensuite on aura nos témoins, mais vraiment l'objectif, moi, de ma prise de parole, c'est que vous ayez une première vision du fonctionnement d'Erasmus+. Alors, vous avez devant vous l'architecture du programme qui est finalement relativement simple. 2 choses à retenir. Le programme, il est construit en secteur éducatif et en action clé. La première chose quand vous allez vouloir vous intéresser à ce programme, c'est de vous retrouver dans les secteurs éducatifs. Pour vous retrouver dans les secteurs éducatifs, il faut que vous vous posiez quelques questions. Alors d'abord, vraiment une base, c'est que Erasmus+ va proposer des financements à des structures. On ne finance pas directement les individus. Donc, une des premières questions que vous allez vous poser, c'est: je suis dans une structure, qu'est-ce que fait ma structure? Qui est-ce qu'elle accompagne? En gros, qui êtes-vous? Et cela va vous aider à savoir si vous vous inscrivez dans le secteur éducatif d'Erasmus+, enseignement scolaire. L'enseignement scolaire, c'est toutes les activités d'apprentissage en fait qui sont organisées depuis la petite enfance, de la maternelle, jusqu'à la fin du second cycle général et technologique, c'est-à-dire jusqu'au bac. Vous pouvez, en fonction de ce que vous faites aussi, vous situer dans le secteur de l'enseignement supérieur, celui qu'on connaît le mieux. Donc, c'est toutes les activités d'apprentissage qui sont proposées par la formation initiale du supérieur, donc tout ce qui est post-bac. Mais on est encore en formation initiale. Et puis, le secteur éducatif qu'on appelle enseignement et formation professionnelle va regrouper toutes les activités d'apprentissage qui préparent à une certification professionnelle de niveau 3 ou de niveau 4, qui relève de l'enseignement de la formation professionnelle initiale ou de l'enseignement et de la formation professionnelle continue. Donc, toutes les activités d'apprentissage qui sont comprises dans une formation, dans un parcours de formation qui mènerait à une certification professionnelle, encore une fois, de niveau 3 ou de niveau 4, du cadre des certifications, relève du secteur enseignement-formation professionnelle. Et puis, vous avez un secteur qui s'appelle éducation des adultes. Là, ce sont toutes les activités d'apprentissage qui sont complémentaires ou alternatives à la formation qualifiante.
Par exemple, toutes les activités qui sont proposées par les centres sociaux, les associations d'éducation populaire, les maisons de quartier, et j'en passe. Voilà. On va voir un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie ce secteur-là pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qui est possible de faire. Donc ça, c'est le secteur éducation des adultes. Et puis les deux autres secteurs sont jeunesse et sport, que vous avez déjà vu, où là, on va regrouper toutes les activités d'apprentissage qui sont proposées aux jeunes en dehors des temps scolaires et des temps universitaires. Alors, une fois que vous êtes posé vos questions de qui vous êtes comme structure, qu'est-ce que vous faites et qui vous accompagnez, vous arrivez normalement à identifier le secteur dominant dans lequel vous pourriez situer vos activités. Et une fois que ça c'est fait, en fonction des activités que vous voulez faire financer par le programme, vous allez choisir un type de financement. Et là, vous allez vous inscrire dans ce qu'on appelle une action clé. Les actions clés, ce sont les types de financement, les lignes budgétaires finalement d'Erasmus+. Avant d'aller sur les actions clés, on va mettre un tout petit coup de projecteur sur le secteur éducation des adultes. Et pourquoi, on a décidé de faire ça avec la VISE? C'est parce que, ce secteur peut vraiment être intéressant pour vous, acteurs de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire. Hem, c'est un secteur qui est pertinent, dans lequel vous pouvez complètement inscrire vos actions et un point qui est, non négligeable, c'est qu'il y a, il y a du financement, notamment, sur tout ce qui est projet de mobilité. Allez voir ce qui se passe un petit peu ailleurs dans d'autres structures à l'étranger. L'offre est supérieure à la demande, ce qui veut dire que vous avez, si vous avez un projet de bonne qualité et une demande de financement qui est de bonne qualité, vous avez de fortes chances, de vous l'avoir attribué, ce qui est un point vraiment non négligeable. Alors, rentrons un petit peu plus en avant dans ce secteur éducation des adultes. Donc, pour qui ce secteur propose des financements? Alors, à l'image en fait du programme, ce secteur éducation des adultes, il est extrêmement ouvert. Le premier élément qui va vous venir à l'idée, c'est: est-ce que ma structure est éligible à Erasmus+ pour le secteur éducation des adultes? Si vous êtes en train de vous poser cette question-là derrière votre écran, finalement, arrêtez de vous la poser parce que la réponse est oui. Toute structure, à partir du moment où vous avez en fait, finalement, une personnalité juridique, vous êtes éligible au secteur éducation des adultes. C'est-à-dire que si vous êtes une université, un organisme donc d'économie sociale et solidaire, une collectivité territoriale, une association, un centre social, une bibliothèque, un musée, aucun problème, vous êtes éligible au fonds. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous rentrez spécifiquement dans ce secteur éducation des adultes? C'est la définition de votre groupe cible. Qu'est-ce que c'est que le groupe cible dans le langage Erasmus+? Ce sont les personnes qui vont participer au projet Erasmus+. Et ces personnes, il faut les définir précisément, il faut que vous les qualifiez. Alors, ces personnes, elles peuvent être de deux types. Elles peuvent être soit des personnels, soit ce qu'on appelle dans Erasmus+, des apprenants. Et quand vous allez rentrer dans la mécanique du programme, c'est ce vocabulaire-là que vous allez trouver et qui n'est pas forcément habituel dans le cadre de vos activités quotidiennes. Donc, les personnels au sens d'Erasmus+, c'est très simple. Ce sont les salariés ou les bénévoles de vos structures. Et ces salariés ou ces bénévoles, c'est les personnes qui vont mettre en place le projet et qui vont participer au projet. Eh bien, voilà, au sens d'Erasmus+, ce sont les personnels. Et puis, il y a les apprenants. Les apprenants de l'éducation des adultes au sens d'Erasmus+, ce sont des personnes qui vont être, et là attention parce que c'est un tout petit peu plus précis, ce sont des personnes qui sont en situation d'apprentissage formel, non formel, informel, peu importe. Mais en tout cas, ces situations d'apprentissage, elles sont non professionnalisantes. Les apprenants au sens d'éducation des adultes vont vouloir améliorer leurs connaissances, perfectionner leurs compétences pour les réinvestir en fait dans une participation active à la société, dans une perspective personnelle, sociale, citoyenne, culturelle,
parfois professionnels, mais ce n'est pas c'est pas le but premier. Le but premier, ce n'est pas d'aller trouver un emploi. Le but premier de l'apprenant au sens d'Erasmus+ éducation des adultes, c'est déjà de monter en compétences, d'élargir ses compétences, d'aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. Alors, dans le secteur éducation des adultes, on va prioritairement soutenir les personnes qui sont peu qualifiées, qui sont non diplômées, les personnes qui sont en situation ou en processus de désocialisation. Alors, pour tout un tas de raisons, en fait. Il n'y a pas de raison précise. Vous trouverez une liste à la Prévert de tout un tas de raisons pour lesquelles on peut être en situation vulnérable dans sa vie, et vous les connaissez très bien. Eh bien, au sens d'Erasmus+, en fait, il n'y a pas de qualification, hein, en tout cas, de ces situations. Donc, les apprenants sans activité professionnelle, non engagés dans la préparation d'un titre ou d'un diplôme, pris en charge par un dispositif d'accompagnement ou non, sont des apprenants au sens d'Erasmus+. Alors, j'ai été un peu longue sur cette notion d'apprenant, mais c'est important que vous la notiez parce que c'est vraiment une nouveauté de la programmation 2021-2027. Donc, c'était important de s'arrêter parce qu'en plus, ces apprenants peuvent participer au programme, peuvent bénéficier des fonds Erasmus+, et vous pouvez organiser des projets autour de ces personnes en les incluant dans le projet. Donc, vous êtes une organisation, vous savez que vous êtes éligible. Vous voyez à peu près qui peut participer à un projet, donc personnel ou apprenant, ce sont vos groupes cibles. Et puis, dernier élément à décrire, eh bien, ce sont les utilisateurs finaux, les bénéficiaires finaux de votre projet. Et ça, souvent, dans les candidatures, c'est quelque chose qui est un petit peu oublié. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est votre quotidien. Et ça, c'est très important, en fait, à décrire quand vous préparez votre projet, de vous poser la question. Mais alors, il y a forcément des personnes qui vont participer au projet, mais pas que. Il y a des personnes qui vont bénéficier des impacts du projet. Qui sont-elles? Eh bien, ce sont vos utilisateurs finaux. Ce sont les personnes qui, alors peuvent être, mais on n'a pas besoin de les qualifier à partir du moment où vous savez qu'elles vont bénéficier des impacts du projet. Un exemple concret pour remettre les choses dans l'ordre. Dans un centre social, l'apprenant, c'est l'adulte ou le jeune qui pousse la porte du centre social pour participer aux activités. Le personnel, c'est l'équipe du centre social, donc qui va être bénévole ou salarié, secrétaire, directeur, animatrice de jeunesse, éducateur, administrateur, toutes les personnes, toute l'équipe du centre social. Et puis, les utilisateurs finaux, eh bien, ce sont les habitants du quartier qui ne sont pas forcément les personnes qui vont, elles, participer aux activités du centre social. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez financer? Quelles activités pouvez-vous financer avec Erasmus+? Alors, on ne le répétera jamais assez. Attention, Erasmus+, c'est le programme pour l'éducation et la formation. Donc, un projet qui va être mené dans le contexte Erasmus+, peut relever effectivement de l'éducation des adultes, de l'éducation populaire, de l'éducation non formelle. Donc, ces trois termes, même s'ils sont différents, ils recouvrent presque toujours les mêmes sens, c'est-à-dire qu'on est sur des formations non qualifiantes, hors système scolaire, et qui vont placer l'apprenant au centre du processus d'apprentissage et de connaissance. Alors en fait, tous dans vos structures, là derrière vos écrans, vous êtes engagés dans des projets. Donc vous savez ce que c'est qu'un projet. La différence avec un projet Erasmus+, c'est la notion de projet européen. Dans Erasmus+, on va financer un projet à partir du moment où il est transnational, c'est-à-dire qu'on va intégrer des partenaires européens dans son projet. Donc, deux gros types d'activités qui peuvent être financées à votre niveau pour démarrer dans Erasmus+, ou pour travailler avec d'autres structures. Dans l'action clé 1, on finance les projets de mobilité d'apprentissage, c'est-à-dire que vous allez monter un projet autour d'un groupe, d'une ou plusieurs personnes qui vont vouloir partir à l'étranger pour travailler avec des collègues. Ou bien pour
trouver une expérience différente de ce qu'elles ont dans leur quotidien. Dans l'action clé 1, on finance le déplacement, principalement le déplacement, le séjour de ces personnes qui vont partir en mobilité. Donc, dans l'action clé 1, on finance les projets qui vont mettre en place un départ de France vers un pays européen. Dans l'action clé 2, on va financer des projets de coopération. L'action clé 2, c'est vraiment la coopération entre structures, entre organisations qui va être financée. Donc là, la différence, c'est que le projet va travailler sur une problématique commune ou des problématiques communes. Et entre structures de l'économie sociale et solidaire, par exemple, vous allez vous regrouper et vous allez chercher des solutions. Et peut-être que certains collègues, certaines structures ont des solutions. Et votre projet, ça va être d'adapter, de récupérer ces solutions et de les adapter à votre contexte, avec l'aide de vos collègues européens. Donc, on a vraiment une différence entre le financement sur l'action clé 1 et le financement sur l'action clé 2. Et on le verra avec les témoins tout à l'heure. Vous aurez des exemples très concrets de ce qu'on peut faire sur l'action clé 1 et de ce qu'on peut faire sur l'action clé 2 avec un financement Erasmus+. Alors, on parlait de partenaires européens. Avec qui? Alors, juste, il peut y avoir une petite idée reçue, c'est-à-dire que quand on parle de fonds européens, on pense aux pays membres de l'Union européenne. Erasmus+, c'est plus ouvert que ça. Alors, sur certains secteurs, vous n'allez pouvoir travailler, et je dis vous n'allez pouvoir que travailler, mais c'est déjà bien, c'est 33 pays qui participent au programme. Donc, vous voyez, c'est plus large que nos pays membres de l'Union européenne. Et puis, sur jeunesse, par exemple, ça vous le savez déjà, mais sur enseignement, formation professionnelle ou bien sur l'enseignement supérieur, eh bien, vous pouvez aussi monter des projets avec les pays du reste du monde, c'est-à-dire au-delà des 33 pays qui participent au programme actuellement. Enfin, dernier petit point technique, comment soumettre un projet, une demande de financement? Alors, une fois que vous avez eu une idée de projet, et puis que vous êtes rentré dans cette mécanique de montage de projet, il faut que vous répondiez à ce qu'on appelle un appel à candidature. Donc, cet appel à candidature, cet appel à proposition, et il est publié une fois par an pour le programme Erasmus+, au mois d'octobre. Alors, ça dépend, hein, ça varie suivant les années. Ça va être entre mi-octobre et mi-novembre. Voilà, entre mi-octobre et mi-novembre, vous avez la publication de l'appel à proposition. Alors, une question surgit de manière récurrente. Alors, c'est un financement européen. Erasmus+, c'est un financement européen. Tout le monde dit que c'est complexe. Et en fait, souvent, on entend: «Je ne veux pas que cela me coûte plus que ça ne me rapporte, en fait, que ça ne m'apporte». Alors, une fois que vous avez noté cette date de publication d'appel à proposition, vous avez un guide du programme qui va vous donner tout le calendrier des dates de dépôt de vos demandes de financement. C'est très important d'aller les identifier parce que suivant les secteurs sur lesquels vous allez demander votre demande de votre financement, les dates peuvent être différentes, voire même, il peut y avoir plusieurs dates dans l'année de dépôt de demande de financement. Donc ça, c'est intéressant pour vous parce que ça permet de vous projeter en termes de calendrier et de montage de projet. Toutes ces indications sont dans le guide du programme et elles sont aussi sur le site de l'agence. Je vois que les liens arrivent au fur et à mesure dans le chat. Merci beaucoup. Je vous remettrai des liens pour compléter s'ils n'y sont pas tous, mais en tout cas, vous avez un endroit où aller chercher l'information, c'est monprojeterasmus.fr, où là, toutes les dates sont publiées. Alors souvent, on entend aussi le formulaire de candidature, il est très long et il est très compliqué. Alors, certes, le formulaire de candidature, ça n'est pas une mince affaire à remplir.
Effectivement, il faut prendre le temps, mais comme on le disait précédemment, vous montez un projet. Ce formulaire de candidature, il structure votre projet. Il faut éviter de le voir comme un obstacle. Il faut le voir comme finalement une aide à la construction de votre projet. Et ce qu'on entend souvent aussi, c'est qu'une fois que finalement votre demande de financement est octroyée, ce formulaire de candidature, c'est votre convention de subvention. C'est là-dessus qu'on se base pour suivre votre projet avec vous. Et finalement, vous gagnez du temps parce qu'en fait, votre projet, il est complètement construit. Donc, du coup, s'y prendre un petit peu en amont pour monter son projet Erasmus+, oui, c'est une bonne idée. Et c'est pour ça qu'avoir le calendrier en tête, c'est juste. Et un projet Erasmus+ ne répond pas à une commande publique. C'est vous qui déposez avec vos partenaires votre projet. C'est vous qui vous fixez vos objectifs, la nature de vos activités et les résultats que vous attendez. Vous ne répondez pas à une commande publique, il n'y a pas de cahier des charges. C'est votre idée de projet avant tout. Vous ne recevez pas, non, vous ne recevez pas la subvention une fois le projet terminé. Quand on signe la convention de subvention avec vous, c'est 80% de la subvention qui vous est versée dès la signature de votre contrat, donc quasiment dès le démarrage du projet. Donc, pas de cofinancement obligatoire et pas d'avance de trésorerie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, le montage financier est un vrai casse-tête. Eh bien non, le montage financier est de moins en moins un casse-tête parce que, encore un gros effort là, sur 2021-2027, le budget en fait de vos projets est calculé sur la base de ce qu'on appelle dans le jargon des coûts unitaires, c'est-à-dire des forfaits, et pas du tout aux frais réels. Donc, non seulement ça facilite le montage de votre projet, mais en plus, ça allège le nombre de pièces justificatives à fournir quand vous êtes financé, que vous devez justifier de l'utilisation des fonds publics. Voilà. Dernier point très rapide, je veux juste évoquer avec vous un outil qui s'appelle la plateforme EPAL. Alors, qu'est-ce que c'est en fait EPAL? Donc, c'est la plateforme européenne dédiée aux acteurs de l'éducation et de la formation des adultes. Et pourquoi on vous invite à utiliser EPAL? Eh bien, parce que sur EPAL, vous pouvez tout un tas d'informations, de ressources sur toutes les thématiques sur lesquelles vous travaillez, acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous avez beaucoup d'informations sur cette plateforme, beaucoup d'échanges aussi avec des interlocuteurs européens, des utilisateurs européens sur les thématiques qui vous concernent. Donc, c'est un bon moyen de voir ce qui se fait au niveau européen dans votre champ de compétences. Vous pouvez aussi trouver des partenaires. Il y a un module de recherche de partenaires sur cette plateforme. Donc, souvent, on entend, hein, mais comment on fait pour trouver des partenaires européens? Mais vous pouvez utiliser la plateforme EPAL, ça marche plutôt bien. Et puis, vous pouvez mutualiser aussi les informations d'un projet dans un même espace sur cette plateforme. Ça s'appelle le Erasmus+ Space et en fait, vous avez des espaces qui peuvent être dédiés à votre projet. Vous pouvez aussi diffuser des actualités, des récits d'expérience, vous avez des résumés de projets. Vous-même, vous publiez vos événements sur cette plateforme. Donc, et il n'y a pas forcément besoin d'ailleurs de porter un projet Erasmus+ pour être utilisateur de cette plateforme. Voilà. Voilà, et ça, c'était un outil que je voulais porter à votre attention parce qu'on pense que c'est un outil qui est très facilitant et d'un très bon soutien pour déposer une demande de financement Erasmus+, mais aussi finalement dans votre quotidien. Voilà, allez y faire un tour. Voilà. Merci beaucoup Estelle pour cette présentation. Pour tous les participants, on va répondre à l'ensemble des questions à la fin du webinaire dans la partie questions-réponses. On note bien, toutes les questions que vous envoyez, dans le fil de discussion et dans le module questions-réponses. Alors, on passe tout de suite à nos témoignages. On commence d'abord avec Fabien Chevet du service Europe de la CRES PACA, qui va nous présenter d'abord brièvement sa structure et ensuite le projet de mobilité Focus Europe. Bonjour Fabien. Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer, témoigner du coup pour ce webinaire. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous présenter brièvement votre structure? Alors donc, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une chambre consulaire qui donc a plusieurs missions. Sa mission première, et elle est inscrite dans la loi cadre sur l'ESS qui a été votée en 2014, c'est de représenter les intérêts des acteurs de l'économie sociale et solidaire, à savoir le monde associatif, coopératif, mutualiste, les fondations et les entreprises sociales. Une deuxième mission, c'est d'accompagner ces acteurs sur le territoire. Donc, nous, on est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour accéder à des solutions d'accompagnement individuel, collectif, à travers des dispositifs qui peuvent être de toutes sortes. Celui sur lequel moi, j'agis depuis peu, c'est le Service Europe qui propose effectivement des accompagnements individuels ou collectifs pour y comprendre quelque chose sur les financements européens, notamment le programme Erasmus, mais pas que, et donc accompagner les organisations de la région Sud à capter ces fonds pour pouvoir développer des projets structurants ou, quelque part, créer de l'innovation au sein des entreprises. Voilà, participer au développement. Une troisième mission, c'est celle d'animer. La CRES organise des événements, propose aux entrepreneurs des animations économiques dans les territoires, organise des rendez-vous avec des professionnels, voilà, pour développer des relations d'affaires, pour gagner en expertise, pour participer à un réseau. Quatrième mission, sur les 5, c'est informer et promouvoir. Donc forcément, la CRES valorise les actions des entreprises de l'ESS de son territoire, de ses adhérents, via des supports de communication. Elle décrypte l'actualité de l'ESS. Elle repère des opportunités économiques pour les entreprises de l'ESS. Cinquième mission et dernière mission, c'est de contribuer à la collecte, à l'exploitation, à la mise à disposition des données économiques sociales relatives aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Savoir combien il y a d'emplois dans l'ESS, par exemple, qui est un indicateur assez important pour bien montrer le poids de ce secteur par rapport aux autres. Expliquer la répartition des âges, bon, tout un tas de données que derrière les adhérents, les entreprises, les collectivités peuvent se saisir pour pouvoir développer soit des politiques publiques, soit des projets, soit des services. Voilà pour la CRES, on dira, dans sa globalité. Et du coup, vous avez mis en place un dispositif de mobilité avec le soutien du programme Erasmus+. Pouvez-vous en dire plus? Quels sont les objectifs de ces mobilités et quels sont les bénéficiaires? Voilà, alors tout à fait. Nous, comme le disait Estelle Duprat tout à l'heure, il y a plusieurs actions clés dans le programme Erasmus. Nous, on a choisi de se positionner sur l'action clé numéro 1, mobilité des individus et du personnel de l'éducation des adultes. On est sur le programme 2014-2020. Bon, même si nous sommes en 2022, mais le Covid, on dira, nous a forcé à décaler la fin de notre projet. Et l'agence qui nous a soutenus a bien évidemment accepté un délai pour la bonne réalisation du projet. Donc, ce projet part tout d'abord de l'identification de besoins. Ça, c'est très important quand vous montez un projet Erasmus+, c'est bien savoir quels sont les besoins auxquels le projet que vous allez monter va pouvoir répondre. Nous, le besoin, c'était effectivement de former les adhérents, former d'abord le personnel bénévole et salarié de la CRES au contact des pratiques européennes, c'est-à-dire aller voir d'autres expériences, comprendre le contexte européen dans lequel l'économie sociale et solidaire se développe, comprendre aussi comment les décisions sont prises, comment l'ESS peut être soutenu, à la fois au niveau européen, mais aussi au niveau local, car il ne faut pas oublier qu'un projet transnational, européen, Erasmus+, ou autre, un projet de coopération, doit également servir au développement de votre propre organisation. Nous, on n'a pas vécu ça comme une activité en plus qui se rajoute à toutes celles que l'on peut développer déjà, mais vraiment comme quelque chose qui pouvait servir la CRES, son personnel, ses bénévoles et, in fine, ses adhérents. Notre public bénéficiaire sont donc nos adhérents. Pour remettre un peu
en perspective avec le discours d'Estelle Duprat. On a donc candidaté sur une action clé 1 de 18 mois, prolongée donc de 6 mois suite au Covid, pour emmener à travers l'Europe et des mobilités d'apprentissage, donc des mobilités, nos bénévoles et notre personnel, pour mieux comprendre l'Europe, découvrir de nouvelles pratiques. On a donc candidaté pour obtenir 58 mobilités d'apprentissage. C'est nous qui avons décidé de ce nombre. On l'a évalué par rapport un peu aux besoins et aux réunions qu'on avait pu avoir au niveau des différentes commissions de la CRES, au niveau du personnel, pour savoir à peu près le volume sur 18 mois qu'on pouvait envisager pour former notre personnel à ces questions-là. À ce jour, et donc c'est la fin pour nous de ce projet Focus, nous avons réalisé 42 mobilités, il me semble. Donc on est en dessous de ce qu'on avait demandé, mais bon, il y a eu le contexte Covid, et puis aussi organiser des mobilités, c'est effectivement aussi une gymnastique pour les agendas de chacun, on dira, à la fois ceux de ceux qui partiront en mobilité, à la fois ceux des partenaires qui vont nous accueillir. Donc, il y a certaines mobilités qui n'ont pas pu se faire, mais qu'on aura le plaisir de réorganiser dans le cadre d'autres projets ou d'autres demandes Erasmus+. Pour construire notre candidature, on a organisé un consortium. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le personnel qui peut partir en mobilité, c'est le personnel de votre organisation, donc de la CRES, bénévole ou salarié, mais le personnel qui participe au développement de votre organisation. Dans notre idée, on avait imaginé, enfin, ce n'est pas moi qui ai rédigé ce projet, mais je peux m'en faire témoin, il y avait aussi d'autres organisations, membres de la CRES, qui ont souhaité s'associer à notre demande. Donc, à ce moment-là, on a créé un consortium. Donc, c'est une option qui est aussi possible au niveau de l'action clé 1 mobilité du programme Erasmus+. Donc, nous sommes associés à d'autres organisations locales, donc des centres de réadaptation par le travail, centres de formation au développement durable, ONG qui développent, on dira, les idées de coparentalité en la cité de l'agriculture, bon, tout un tas une série de partenaires avec lesquels on est habitué à travailler et qui participent aussi de la CRES, évidemment. Et on a dû trouver aussi des partenaires européens pour pouvoir évidemment avoir des perspectives d'accueil, on dira, et savoir aussi sur quoi on voulait se former. Donc, on a trouvé un partenaire qu'on connaît bien qui s'appelle Pour la Solidarité à Bruxelles, qui est un think tank, en fait, qui réfléchit aux questions sociales, de développement d'une Europe sociale, donc qui cadre complètement avec les objectifs de la CRES aussi. On a trouvé une autre ONG aussi qui s'appelle Le Monde selon les femmes, qui, elle, travaille plutôt sur les questions d'égalité femmes-hommes, et une ressourcerie aussi en Allemagne qui travaille sur les questions donc, de développement durable et d'économie circulaire. Notre projet, on l'a organisé en trois grandes thématiques: l'égalité femmes-hommes, l'économie circulaire et la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui étaient les trois thématiques que le groupe on dira à l'origine de ce projet avait pu faire remonter. Et donc, c'est bien sur ces trois thématiques-là que nous avons souhaité nous former pour pouvoir améliorer nos pratiques, en découvrir de nouvelles, gagner en compétences en termes de qu'est-ce que l'Europe fait et propose et organise sur ces trois thématiques. Et voilà. On a donc demandé 58 mobilités et on a prévu des cours structurés, des séries de temps d'apprentissage formels, mais on dira non qualifiants, comme pouvait le dire tout à l'heure Estelle. On est en dehors de la certification, on est en dehors des questions de diplôme. On est vraiment là pour ajouter des compétences au personnel et aux participants. Donc des cours structurés avec un déroulé pédagogique un peu formalisé, et on mettait aussi à disposition des participants de ce projet des périodes d'observation. Donc concrètement, aller voir les collègues européens et découvrir comment ils travaillent pour pouvoir, nous derrière, soit nous inspirer, soit reproduire dans nos organisations. Donc l'intérêt est vraiment là, on part se former en Europe pour pouvoir exploiter derrière de nouvelles compétences, de nouvelles façons de faire. Le projet se termine. Je vois que d'ailleurs, parmi les participants, il y a des
des participants à ce webinaire, des participants à ce projet, la personne de Colette. Bonjour Colette, qui revient d'un séjour à Bruxelles, justement, qui s'est déroulé la semaine dernière, sur les questions d'égalité femmes-hommes, organisé à travers ce projet Focus, où nous avons donc pu, pendant 3 jours, découvrir les acteurs de l'égalité femmes-hommes bruxellois et rencontrer les institutions européennes, les think and do tank européens qui travaillent sur la question. Voilà. Et du coup, suite à cette expérience, envisagez-vous de pérenniser des projets de mobilité au sein de la CRES? Est-ce qu'il y aura du coup une suite de ce projet? Et du coup, est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs bénéficiaires du programme? Alors, pour répondre à la première question, il y a déjà une suite en fait, qui est organisée à ce projet. Car dans le nouveau programme européen 2021-2027 Erasmus+, il y a la possibilité d'organiser des mobilités, mais il y a aussi la possibilité d'obtenir une accréditation au sein du programme Erasmus+, se faire reconnaître en tant que structure pour organiser des mobilités. C'est un dossier donc qu'on dépose une fois, et ensuite on demande, s'il est accepté évidemment, on demande des mobilités chaque année en fonction des besoins identifiés en termes d'apprentissage, en termes de demande sur les, on dira, les 4-5 années à venir. Donc nous sommes, en tout cas, la CRES est accréditée aujourd'hui, donc elle va pouvoir continuer ce travail d'envoi de son personnel, de ses adhérents et de ses bénévoles surtout, pour continuer à travailler certaines thématiques en lien avec des besoins que nous pouvons identifier sur le territoire. Donc, projet d'accréditation Erasmus+. Ce projet a aussi permis à un des partenaires de notre consortium de rencontrer et d'échanger avec un partenaire européen, Le Monde selon les femmes, et ensemble, et avec la CRES, a été déposé un projet Action Clé 2, partenariat, alors c'est le partenariat de petite échelle, je crois, ou oui, il me semble, hein, partenariat simplifié dans les appels à projets 2021-2027, autour d'un projet donc, de coopération sur 18 mois, donc on est vraiment dans l'action clé numéro 2. L'idée étant d'échanger des pratiques et d'imaginer qu'est-ce que l'on peut faire pour discuter des questions, en tout cas travailler les questions d'incitation à la coparentalité, c'est-à-dire investir et encourager les pères à prendre part à la coparentalité pour, on dira, permettre un développement égalité femmes-hommes, on dira, vu par l'autre côté, donc que du côté des femmes, on dira. Donc, c'est un projet qui a été déposé. On est en attente, évidemment, de l'évaluation de l'agence pour savoir si notre projet, on dira, répond aux exigences de qualité du programme Erasmus+. Merci beaucoup, Fabien, pour ce témoignage. On passe directement, du coup, à Stéphanie Grenier. Du coup, bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être venue du coup et aussi pour présenter le projet l'EDAP. Mais avant du coup présenter votre projet, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre structure? Oui, tout à fait. Donc, je suis directrice du comptoir des Colibris. Nous sommes une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous sommes sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Et nous avons un agrément en fait de la DRETS dans le cadre de l'insertion et on est aussi entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un label en fait qui est donné par la préfecture dans le cadre d'entreprises engagées sur notamment le volet social. Donc nous, dans notre structure, on est amené donc à avoir 3 pôles de travail. Donc vraiment un premier pôle autour de l'insertion où on a un premier restaurant d'insertion et un second. Donc c'est vraiment des restaurants qui sont tournés vers tout ce qui est développement durable, etc. Et donc on accompagne des personnes qui ont besoin à un moment donné d'un petit coup de pouce, soit pour travailler un projet professionnel, ou alors rechercher aussi un projet, voilà. Donc c'est des personnes qui sont avec nous sur des durées de 4 mois à 2 ans.
Et donc, on a développé également un pôle formation. Donc, on a un centre de formation associé à porté par notre structure, qui travaille notamment sur les parcours, sur pas mal de formations collectives autour d'ateliers booster, de la restauration durable, de la question, autour de tous ces parcours-là. Et on travaille également sur un troisième pôle où on développe donc des projets d'ingénierie sociale à la fois sur notre territoire et depuis quelques années, grâce notamment à Erasmus+, de façon beaucoup plus étendue, puisqu'on on a eu la chance de travailler avec des partenaires européens grâce à ce programme. Et donc, je vais peut-être vous parler du coup du premier projet que l'on a porté, vous est présenté ici. Donc, on est coordonnateur de ce projet. Et donc, il y a ensuite abouti à 2 nouveaux projets dont je vous parlerai brièvement. Donc, le projet EDAP, c'est un projet, donc l'Europe donne des ailes à vos projets. C'est un projet qui a une durée de 28 mois. Par rapport à ce que disait Madame Duprat tout à l'heure, donc c'est une action clé 2, c'est-à-dire c'est un partenariat de coopération, c'est-à-dire qu'on met en place entre nous, on a la chance en fait de pouvoir mettre en place entre nous des compétences différentes et des façons de faire et des expériences également différentes pour développer des outils innovants. Donc ça, c'est l'objectif en fait du partenariat européen. Et le projet EDAP, en fait, c'est vraiment développer des outils innovants en faveur notamment de l'émancipation de personnes qui ont un petit peu moins d'opportunités. C'est leur permettre d'accéder à un emploi durable, comment, avec quels outils d'innovation, faciliter aussi l'épanouissement social. Et donc, on travaille à la fois sur les valeurs des personnes et les valeurs du travail, l'estime de soi, des parcours emploi. Donc ça, on a débuté le projet en décembre 2019 et donc aujourd'hui, on a touché un peu plus de 60 personnes donc dans le cadre de nos différentes structures qui ont pu bénéficier justement des parcours innovants proposés par EDAP. Donc ces personnes ont aussi participé avec nous à la réflexion, c'est-à-dire que chacun, donc on a des compétences en interne, mais on a aussi des personnes qui sont accompagnées, qui ont été vraiment force de proposition aussi pour nous amener à réfléchir à comment améliorer ces outils. Et donc l'objectif à la fin, c'est à la fois effectivement pour nos différentes structures, c'est de pouvoir développer ces parcours et ces nouveaux outils dans le cadre de chacune de nos structures. Donc là, ça se met en place de façon très concrète. Et ensuite, c'est aussi pouvoir le proposer à des structures extérieures partenaires de nos différentes structures associées. Donc là, on commence en fait vraiment la phase où on va mettre en avant nos outils et le proposer pour disséminer ces outils. Donc, on a pas mal de partenaires intéressés. Donc, pour vous parler du comptoir des colibris, on a plusieurs structures d'insertion et centres de formation du territoire qui vont venir là nous rencontrer pour un événement de dissémination où vont venir nos partenaires européens et donc ensuite pouvoir développer ces outils dans leur propre structure puisqu'ils ont suivi au fur et à mesure les avancées. Donc ça, c'est pour nous, pour parler de notre... Mais ça se fait également en Espagne, en Belgique, auprès des différents partenaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Nous, ça nous a permis à la fois de pouvoir proposer certaines des compétences qu'on a en interne qui ont intéressé des partenaires et surtout, on a pu avoir de super compétences auprès des différents partenaires, des visions différentes et vraiment amener de l'innovation. Et du coup, au niveau de la procédure de candidature, quand et comment avez-vous candidaté au programme Erasmus+? Est-ce que c'est votre première candidature? Et du coup, pour une structure qui souhaiterait chercher des fonds Erasmus+, quels sont les conseils que vous lui donnerez?
Alors, oui, c'est notre première candidature. Donc, on avait entendu parler en fait de ces actions clés 2 là, avec des institutions avec lesquelles on travaille. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, on voulait vraiment arriver à mettre en place de façon pérenne des parcours justement tournés vers l'émancipation et innovants. Donc, ça, c'était notre question de départ. Et donc, on s'est dit peut-être que ça pourrait, voilà, on pourrait le mettre en place de façon concrète avec Erasmus. Donc, on a pris contact avec un développeur, avec deux développeurs locaux, Erasmus. Donc, il y en a un petit peu partout. Donc, ceux qui sont sur la région toulousaine, en fait, proposaient des formations pour les nouveaux candidats. Donc, on a participé on a été 2 personnes de la structure, le comptoir des Colibris a participé à ces formations qui ont une durée de 2 jours. Donc, déjà, ça nous a permis vraiment de comprendre bien voilà, l'esprit, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et aussi de rencontrer des partenaires, puisqu'on a un des partenaires, le Léris, qui participe, qui est un cabinet de sociologues, qui participe effectivement au projet qu'on a rencontré à ce moment-là. Donc, une fois qu'on est sorti de la formation, nous, on a un petit peu travaillé en interne pour réfléchir comment on pouvait mettre en place. On a été voir tous les liens là, que Madame Duprat a fait passer. On a été étudier un petit peu tout ça, regarder. Et ensuite, donc, on a notamment par le biais de la plateforme EPAL et par le biais de recherche sur Internet, rechercher des partenaires qui pouvaient peut-être être intéressés pour travailler avec nous sur un projet de ce type-là. Donc, on a fait de la recherche plutôt par des critères, en fait, autour de l'insertion, de la restauration durable, de la formation. Et ensuite, donc, on avait préparé une toute petite trame de départ et on a à la fois envoyé des mails à ses partenaires et téléphoné. Donc, on a un petit peu, voilà, on ne maîtrise pas toujours super bien l'anglais, mais ça a bien fonctionné quand même. On s'était préparé et donc, depuis, on le maîtrise beaucoup mieux. Et donc, c'est comme ça qu'on a trouvé les partenaires. Et ensuite, donc, on s'est réunis en visio pour réfléchir ensemble. Donc, forcément, dans les partenaires qu'on avait contactés, certains, il n'y a pas eu de suite donnée. Et d'autres, par contre, voilà, qui ont été là, présents et avec lesquels on a vraiment monté l'ensemble du projet. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti de nous, notre demande de départ, notre questionnement de départ, qui ont intéressé les partenaires et on a monté tout le projet ensemble. Voilà. Donc, dans les conseils, peut-être vous me disiez par rapport à des collègues qui souhaiteraient développer. Donc, c'est accessible quand même à tout type de structure, puisque nous, on n'est pas une grosse structure. C'est accessible. Ça demande effectivement de la préparation en amont. Mais je crois que Madame Duprat en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que cette préparation en amont permet ensuite de développer très facilement le projet. Enfin, très facilement, de façon beaucoup plus claire. C'est-à-dire qu'en fait, en amont, avec la construction de la candidature, on réfléchit forcément à tous les points. Ça nous oblige en fait déjà à réfléchir ensemble, à se dire mais comment on va faire, quelles compétences on va mettre en place. Et en fait, du coup, quand on démarre le projet, si on a voilà, la bonne nouvelle d'être retenu, ça permet vraiment effectivement de développer le projet de façon fluide. Voilà, donc nous, la première année, on a déposé la candidature, elle n'a pas été retenue la première année. Donc, ce qu'on s'est dit avec les partenaires, on a quand même un retour d'évaluation. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, on a pris le retour d'évaluation, on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait améliorer parce qu'on voulait quand même le mener, ce projet, il nous semblait vraiment très important. Et on a redéposé l'année suivante avec peut-être, en ayant vraiment plus mûri les choses. Et là, donc, on a eu voilà, la chance d'être retenu et donc on a pu développer le projet EDAP. Merci beaucoup pour votre témoignage, Stéphanie. Du coup, sans perdre du temps, on passe directement à la partie questions-réponses. Il est déjà 10h30. Alors, je vois que du coup, sur le fil des discussions, Estelle a répondu à certaines questions. Du coup, n'hésitez pas aussi à voir directement les liens ajoutés dans le fil de discussion. Alors du coup, de mon côté, j'ai noté quelques questions. Du coup, pour Estelle, j'ai une question. Du coup, concernant les projets de coopération, partenariat KA2, quel besoin de s'associer avec des partenaires universitaires? Oui, la question a été posée plusieurs fois.
Il n'y a absolument en fait, vous construisez votre partenariat, vous associez avec des structures, qui vous paraissent pertinentes en fonction de la thématique de votre projet. Il n'y a pas de cadre, formalisé de construction du partenariat. Donc aucune obligation, d'aller chercher une université, d'aller chercher un organisme de formation, spécifiquement. Voilà, donc vous construisez vraiment enfin le partenariat se construit en fonction des besoins, des objectifs et des résultats attendus du projet. Et pas non plus on a souvent la question de: «Est-ce qu'on a besoin d'intégrer, des partenaires?» alors par exemple des pays de l'Est ou, est-ce qu'il y a, voilà des pays qui sont attendus? Eh bien non, pas du tout. Voilà, vous pouvez être entre francophones par exemple, ça n'est pas grave. Voilà, aucun problème. Non, merci. Alors du coup, par rapport à la gestion des projets financés par l'Europe et surtout en fait par le programme Erasmus+, quel type d'outils qu'une structure mettre en place en interne au niveau de suivi? Est-ce que vous, voilà, vous avez des conseils à donner là-dessus? Sur la gestion de la subvention? Mhm, tout à fait. Alors, bah, ça te des outils de pilotage, assez, ordinaires en fait, puisque je pense que toutes les structures, qui sont derrière leur écran là, savent mener un projet. Donc vous avez vos outils de pilotage sont absolument justes, vous pouvez les utiliser. Dans les projets de coopération, dans les actions clés 2 donc, quand vous allez demander, des forfaits, peut-être, qui avoisinent les 400 000 €, on vous indique quand même que c'est bien de mettre en place un diagramme de Gantt, enfin en tout cas un calendrier de projet, assez précis, voilà, qui vous permet de suivre la bonne marche du projet. Il y a rien d'attendu précisément dans la candidature. On vous laisse libre finalement d'utiliser les outils, dont vous avez besoin. Néanmoins, effectivement, un calendrier, ça paraît, la base. Et puis, en outil de gestion, il faut faire attention avec, votre comptabilité. Enfin voilà, si vous êtes une grosse organisation, c'est bien de se mettre d'accord avec l'agent comptable, hein, en général. En tout cas avec les services comptables. Merci. Alors, nous avons aussi une question. Du coup, c'est toujours un peu pareil. Du coup, oui, effectivement, nous avons parlé des possibilités de monter des projets au-delà des 33 pays, avec les pays tiers. Du coup, la question, c'est que dans quelle mesure un projet, par exemple, avec l'Argentine ou le Paraguay, peut être soutenu, financé par Erasmus+. Est-ce que vous avez des exemples Alors j'ai pas un exemple précis en tête, mais Mhm. effectivement avec ce qu'on appelle les pays tiers non associés, c'est le jargon du programme, très joli. Donc en fait, sur tous les secteurs, vous pouvez, sur l'action clé 2, projet de coopération, vous pouvez associer un ou plusieurs pays, donc qui sont en dehors des 33 qui participent au programme. Il faut faire attention quand même parce que, nos fonds Erasmus+ sont quand même pas exponentiels, donc on ne peut pas financer, des projets qui travailleraient uniquement avec le reste du monde. Donc un partenaire ce qu'on conseille, c'est un partenaire d'un pays tiers non associé, c'est bien. Il faut montrer dans le dossier de candidature que ce partenaire apporte, du contenu, et qu'il a une réelle valeur ajoutée, dans le projet, dans les objectifs du projet et qu'il va apporter. Voilà, on n'est pas dans le sens inverse. Il faut vraiment qu'il y ait des échanges de valeurs, des échanges de compétences, des échanges, entre les partenaires. Sur l'action clé 1 par contre, et j'ai répondu par écrit, hein, à cette question-là, sur l'action clé 1, seuls les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'enseignement et de la formation professionnelle et jeunesse permettent la mobilité, enfin certaines mobilités vers les pays tiers non associés. Mais encore une fois, vous avez toutes ces informations-là dans le guide du programme quand il sort. Et pour Erasmus+ éducation formation, votre référence, c'est mon projet erasmusplus.fr parce que le guide du programme, c'est 400 pages, c'est horrible à lire. Nous, on vous le digère et on vous le met dans une forme beaucoup plus acceptable et beaucoup plus lisible, sur, mon projet erasmusplus.fr. Donc surtout enfin voilà, allez-y directement. C'est un gain de temps.
Alors, les musées peuvent être des partenaires, absolument. Les musées peuvent être des partenaires. En fait, vous construisez vraiment, sentez-vous libre. C'est un peu ce qui est déroutant dans Erasmus+, et puis surtout sur ce secteur éducation des adultes où finalement on peut tout faire. Vous partez de votre idée de projet. Donc, sentez-vous libre de construire votre partenariat. À partir du moment où vous avez un certain nombre de points nécessaires, c'est-à-dire que pour l'action clé 1, il faut obligatoirement que vos mobilités, elles se situent dans une structure à l'étranger. Vous ne pouvez pas bénéficier de fonds Erasmus+ pour organiser des mobilités d'une région à l'autre en France. Dans l'action clé 2, pour un partenariat simplifié, Fabien en parlait tout à l'heure dans son témoignage, il suffit d'avoir une structure à l'étranger pour monter un partenariat simplifié et être éligible au financement. Mais sentez-vous libre de construire votre idée de projet comme vous en avez besoin. Vous partez de vos problématiques. Voilà. Donc, en fait, votre partenariat, il est construit sur la base de vos besoins. Super, merci beaucoup Estelle. Peut-être juste, on prend une dernière question et on est pris dans le temps, du coup, on termine du coup le webinaire. Du coup, la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un budget minimum au maximum? Quel est le budget moyen? Ah bah alors ça dépend des types de projets. Alors sur l'action clé 1, par exemple, sur les projets de mobilité, on finance des tout petits projets qui vont demander 5 000 – 6 000 euros. Et puis, on peut aller après sur Pôle emploi qui demande des milliers de bourses, donc sur des projets qui sont extrêmement financés. Et sur l'action clé 2, donc en premier accès au programme, vous avez ce qu'on appelle les partenariats simplifiés. Et là, il y a 2 types de forfaits, c'est 30 000 ou 60 000 euros. Et puis après, une fois que vous voulez aller sur la construction d'outils, vous pouvez demander des forfaits de c'est 120, 250 et ensuite 400 000 euros. Donc, voilà, c'est un petit peu à la carte en fait, en fonction de vos besoins. Encore une fois, vous demandez, c'est un peu comme le partenariat, la construction du partenariat. C'est en fonction de vos besoins, vous allez chercher le forfait qui vous convient. Voilà. Super, merci beaucoup Estelle et merci beaucoup à Fabien et Stéphanie aussi. En fait, pour votre participation, pour le partage de vos expériences enrichissantes. J'espère que ça a pu aider pour le montage des futurs projets d'Erasmus+. En tout cas, du coup, pour toute question, n'hésitez pas à regarder le site internet de l'agence Erasmus+ France Éducation et Formation. Et nous avons ajouté aussi les contacts des intervenants. Voilà, vous pouvez nous transmettre par mail vos questions. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.